Salut à tous, et bienvenue sur le Top Découverte. L'histoire humaine est jonchée de questions inexpliquées sur les civilisations et les événements anciens auxquels personne ne peut encore répondre. Voici 10 mystères historiques les plus bizarres. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10. Les Avars. Les Avars sont l'un des peuples les plus mystérieux de l'histoire. Nous savons très peu de choses sur eux, si ce n'est qu'ils étaient des guerriers qui montaient à cheval et dominaient une grande parcelle de terre entre Vienne et Belgrade en Europe. Nous savons aussi que pendant 200 ans, ils ont été un fléau pour l'Empire romain et puis aussi soudainement qu'ils sont apparus, ils ont disparu. Pendant des siècles, les experts ont cherché des preuves de qui étaient les Avars. Cette preuve a été analysée jusqu'à présent lorsqu'une équipe de chercheurs a examiné d'anciens monticules funéraires appartenant à des membres d'élite des Avars. En faisant des tests ADN, les chercheurs ont appris que les Avars étaient génétiquement identiques aux Mongols. Ce que cela signifie, c'est qu'un groupe de Mongols bien avant Gengis Khan a essayé de conquérir le monde. Ils se sont faufilés hors de Mongolie, et se sont installés en Europe à la base de la Hongrie moderne, puis ont construit un empire qui durerait 2 siècles avant d'être anéanti. Le mystère est d'essayer de comprendre pourquoi tout cela s'est produit. Il y a des récits du VIe siècle en Chine sur un groupe équestre de nomades appelés les Ruan-Ruan attaquant leur frontière nord lorsque des nomades rivaux sont apparus en l'an 552. Les Ruan-Ruan disparurent 15 ans après que l'Empire romain d'Orient rapporta l'arrivée d'un nouveau groupe de l'Est qu'ils s'appelaient eux-mêmes les Avars, mais personne ne savait d'où ils venaient. On aurait dit qu'ils étaient les descendants des Ruan-Ruan ou de tout ce qui restait du peuple après sa défaite en Asie. Bien que les nouvelles preuves ADN aient réussi à résoudre cette pièce du puzzle, nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé aux Avars. Ils ont finalement été battus par l'empereur Charlemagne et après cela, il n'y a plus eu aucun signe d'eux. Numéro 9. Le destin de Owain Glyndŵr. 600 ans après la mort de Owain Glyndŵr, les historiens tentent toujours de comprendre comment il est mort. Il est sans doute l'une des figures les plus importantes de l'histoire galloise. Pourtant, personne ne connaît les vrais détails entourant ces dernières années ni où il a été enterré. Owain a été proclamé prince de Galles en l'an 1400. Il mena une campagne victorieuse contre les Anglais, captura quelques châteaux et fut largement célébré comme un grand souverain. Mais son règne n'a duré qu'un peu plus d'une décennie. La dernière observation de lui remonte à 1412 lorsqu'il a participé à une embuscade. Le prince gallois captura et rançonna certains des hommes du roi Henri V. Puis disparu de la surface de la Terre, il n'y a absolument aucune trace de ce qui est arrivé à Owain. Nous savons que le roi Henri avait une énorme prime sur sa tête, mais il n'aurait jamais été trahi par aucun de ses camarades. Sa mort a été enregistrée en 1415 mais aucun détail précis n'a été donné. Un historien a écrit qu'il avait été enterré dans l'obscurité de la nuit avec son nom survivant dans le folklore avec d'autres noms célèbres comme le roi Arthur. Numéro 8. Le livre d'Inventio Fortunate. L'Inventio Fortunate est un livre qui peut ou non avoir existé au XIVe siècle. Les documents historiques parlent du livre et son influence a été ressentie dans le monde occidental pendant des siècles. Tout cela malgré le fait qu'aucun exemplaire ou extrait de celui-ci n'ait jamais été découvert. Il aurait été écrit au XIVe siècle et contiendrait une description du pôle Nord. Le pôle Nord a été décrit dans le livre comme une île magnétique qui est un peu vraie entourée d'un tourbillon massif et de 4 grands continents. On pense que le livre a été écrit comme une sorte de récit de voyage par un frère franciscain d'Oxford qui a fait un voyage dans l'Atlantique Nord dans les années 1360. Il était le seul à avoir voyagé près du pôle Nord et il a écrit toutes ses observations dans un seul livre. Ce livre, l'Inventio Fortunate, a été présenté au roi Édouard III d'Angleterre. Puis dans les années 1490, lorsque les explorateurs de l'Atlantique ont voulu plus d'informations sur les mystérieuses régions septentrionales de l'Atlantique, le livre a mystérieusement disparu. Nous ne savons toujours pas qui était vraiment l'auteur du livre, jusqu'où il avait voyagé en bateau ou s'il avait vraiment écrit un livre détaillant tous ses exploits. Numéro 7. La danse de Saint-Guy. L'histoire de la danse de Saint-Guy n'est pas pour les faibles de cœur. Selon la légende, Saint-Guy n'avait que 7 ans lorsqu'il mourut en martyr en l'an 303. Le jeune garçon était un fervent chrétien à l'époque où les gouverneurs romains persécutaient encore les chrétiens. On disait qu'il accomplissait des miracles de guérison et donc les Romains le croyaient être un sorcier.
L'enfant martyr et sa nourrice ainsi que son tuteur ont tous été tués au nom de la religion. Saint Guy a été mis dans une casserole d'huile bouillante. Mais l'histoire raconte qu'au lieu de mourir immédiatement, l'enfant a retroussé ses manches et a commencé à danser. Il dansa avec un tel enthousiasme que toute la cour impériale se mit à danser aussi et bientôt tout l'endroit éclata en une soirée dansante. L'enfant est mort à la fin et si vous demandez aux historiens aujourd'hui, ils ne pensent pas qu'il dansait réellement, ils croient que la douleur était si horrible qu'elle a provoqué de violentes convulsions au garçon qui ressemblaient à des mouvements de danse incontrôlables. Numéro 6. Où est Christophe Colomb ? Des chercheurs espagnols ont récemment résolu un mystère remontant à des siècles. Une équipe médico-légale de scientifiques dirigée par le généticien espagnol José Antonio Laurent a examiné des fragments d'os prélevés dans la cathédrale de Séville puis a comparé leur ADN au reste du frère de Christophe Colomb, Diego. Les chercheurs espagnols disent qu'il correspond à 100%. Ce que cela signifie, c'est que 500 ans après la mort de Christophe Colomb dans la ville espagnole de Valladolid. Nous savons enfin l'endroit où il a enterré. Ce que cela signifie est que 500 ans après la mort de Christophe Colomb dans la ville espagnole de Valladolid, nous savons enfin où il est enterré, au moins nous connaissons l'un de ses lieux de sépulture. Il y a eu un débat pendant des siècles sur l'endroit exact où tous les os de Christophe Colomb ont été placés après sa mort. Certains de ces restes sont certainement en Espagne, mais peut-être pas tous. La République dominicaine affirme avoir ses os cachés dans un monument de phare dans la capitale de Saint-Domingue. Cependant, la République dominicaine refuse de remettre les os pour analyse. Le problème avec les os de Christophe Colomb a commencé après sa mort le 20 mai 1506. Il voulait être enterré dans les Amériques, mais cela ne s'est pas produit. Nous savons que 3 ans après sa mort, ses restes ont été transférés dans un monastère à Séville puis en 1537 ses os ont été envoyés à Saint-Domingue pour y être enterrés et ils y ont été enterrés jusqu'en 1795 quand l'Espagne les a repris. Les ossements de Christophe Colomb ont été expédiés à La Havane puis de retour en Espagne en 1898. Du moins c'est ce qui était censé s'être passé. La vérité est qu'à travers tout ce qui se déplaçait, les choses sont devenues un peu désordonnées, certains de ces restes se sont retrouvés en Espagne, mais il manque encore des os et personne ne sait vraiment où se trouvent tous ces restes. Numéro 5. Les enfants verts. L'histoire des enfants verts de Woolpit est un mystère historique du XIIe siècle. C'était sous le règne du roi Étienne. Une époque de l'histoire de l'Angleterre connue des historiens sous le nom d'anarchie, où l'ancien village de Woolpit a traversé des moments étranges, un groupe de villageois qui sont allés à la périphérie de la ville pour vérifier leur piège à loup est tombé sur 2 jeunes enfants à la peau verte. Ces enfants parlaient un langage absurde et agissaient étrangement. Les enfants ont été emmenés en ville et on leur a offert quelque chose à manger, mais ils ont refusé. On leur donna alors une chambre pour dormir chez Sir Richard de Calme, un homme de la noblesse locale. L'histoire est un peu vague à partir d'ici, on pense que les 2 enfants verts ont vécu avec Richard pendant plusieurs années. Il a réussi à leur apprendre à manger de la bonne nourriture humaine. Ils ont progressivement appris l'anglais et leur peau est finalement devenue d'une couleur normale. Quand ils ont enfin pu communiquer suffisamment pour répondre aux questions, Richard leur a demandé d'où ils venaient. Ils répondirent qu'ils étaient venus d'un pays appelé Saint-Martin et qu'ils ne se souvenaient pas comment ils étaient arrivés en Angleterre. C'est l'un des mystères les plus étranges du XIIe siècle. Les historiens d'aujourd'hui pensent que les enfants étaient probablement des descendants d'immigrants flamands qui avaient été déplacés pendant la guerre. Ils se sont retrouvés en Angleterre mais ne parlaient que le flamand, ce que les villageois ont juste supposé être du charabia. Leur peau verte pourrait s'expliquer par la malnutrition, quelque chose appelé maladie verte, mais la vérité de ces étranges enfants verts restera un mystère. Numéro 4. Les joyaux de la couronne irlandaise. En 1783, un ordre aristocratique d'élite a été fondé en Irlande appelé l'Ordre de Saint-Patrick. En 1831, le grand maître de l'ordre reçut en cadeau d'incroyables bijoux. Ces joyaux sont devenus connus sous le nom de joyaux de la couronne irlandaise ou les joyaux d'État de l'Irlande. Les bijoux ont été façonnés à partir de 394 pierres précieuses données à l'ordre par le roi d'Angleterre lui-même, Guillaume IV. En 1907, les bijoux ont disparu. Il est devenu le vol le plus notoire de l'histoire irlandaise et les bijoux n'ont toujours pas été trouvés à ce jour. Au moment du vol, le chef de l'ordre de Saint-Patrick était Joseph Gordon Campbell, le comte d'Aberdeen. Les bijoux étaient cachés dans la tour de Bedford dans le château de Dublin,
Ils étaient gardés par le personnel jour et nuit avec une patrouille extérieure 24 heures sur 24, de soldats et de policiers. Pourtant, quelqu'un a échappé d'une manière ou d'une autre aux gardes et est entré dans une pièce sécurisée installée dans les entrailles du château, puis s'en est sorti avec certains des bijoux les plus précieux de l'histoire. Le mystère reste non résolu. Le dernier chevalier de l'ordre de Saint-Patrick est décédé en 1974 emportant avec lui les secrets de l'ordre. Numéro 3. Les corps de la Royale Anne Galley. La frégate Royale Anne a coulé au large de la côte de Lizard Point, le 10 novembre 1721. C'était un navire de guerre britannique avec 200 personnes à bord luttant contre les pirates au plus fort de l'âge d'or de la piraterie. Cependant, ce n'était pas le naufrage qui était mystérieux. Le navire a heurté des rochers et a coulé. Le mystère est que personne ne sait ce qui est arrivé aux personnes à bord. Le navire était rempli de passagers très riches, l'un d'eux était Jean III seigneur de Belhaven, une personne extrêmement importante en Écosse. Les historiens croient généralement qu'après que le navire a fait naufrage et que les corps se soient échoués sur le rivage, ils ont été enterrés dans une vallée voisine à un endroit appelé Prairie de Pistolet. Mais lorsqu'une fouille en 2017 a déterré la zone, aucun reste humain n'a été découvert. Numéro 2. Tombe d'un prêtre médiéval. Les restes squelettiques d'un prêtre médiéval décédé il y a 700 ans ont fourni aux archéologues un mystère intrigant. Les restes ont été découverts à l'abbaye de Thornton et dans le Lincolnshire par des experts de l'université de Sheffield. Il a été trouvé enterré sur le terrain de l'abbaye qui était à l'origine un monastère construit en 1139. Ce qui a commencé comme un petit monastère est devenu l'une des maisons religieuses les plus grandes et les plus riches de toute la Grande-Bretagne. Une pierre tombale a été trouvée près des restes du prêtre avec le nom Richard Wapaton écrit dessus. Il marque sa mort le 17 avril 1317. Cette immense dalle de pierre contient également un extrait de la Bible ainsi qu'un dessin approximatif de ce qui pourrait être le prêtre lui-même ou un autre saint. Après que les chercheurs ont ramené le squelette à leur laboratoire, ils ont fait quelques tests, ils ont découvert qu'il était un homme assez petit mesurant seulement 1,62 m, et qu'il était mort vers l'âge de 35 ans. Ce que les archéologues ne savent pas, c'est ce qui l'a tué. Ils ont découvert une dépression à l'arrière de son crâne à la suite d'un coup massif, mais cette dépression avait guéri plusieurs années avant sa mort. À part ce seul épisode de violence, les archéologues n'ont trouvé aucune preuve de quelque chose de mal physiquement chez lui. Donc ce qui a tué le prêtre. Il a peut-être été victime de la grande famine entre 1315 et 1317. La famine a été déclenchée après que des pluies dévastatrices soient tombées tout au long du printemps et de l'été, épuisant toutes les cultures en Europe. Numéro 1. La Marie Céleste. Le 4 décembre 1872, un navire américano-britannique appelé le Marie Céleste a été retrouvé vide et à la dérive dans l'Atlantique. Il a été jugé en état de navigabilité et sa cargaison entièrement intacte, à l'exception d'un canot de sauvetage, qui, semble-t-il, avait été arraisonné de manière ordonnée. Mais pourquoi ? Nous ne le saurons peut-être jamais parce que personne à bord n'a plus jamais été entendu. En novembre 1872, le Marie Céleste quitta New York à destination de Gênes, en Italie. Il était piloté par le capitaine Benjamin Brigg et 7 membres d'équipage, dont la femme de Brigg et leur fille de 2 ans. Les fournitures à bord étaient suffisantes pour 6 mois et luxueuses, y compris une machine à coudre et un piano. Les experts s'accordent généralement à dire que pour précipiter l'abandon d'un navire en état de navigabilité, des circonstances extraordinaires et alarmantes ont dû se produire. Cependant, la dernière mention sur le journal quotidien du navire ne révèle rien d'inhabituel, et à l'intérieur du navire, tout semblait être en ordre. Les théories au fil des ans ont inclus la mutinerie, l'attaque de pirates et un assaut par une pieuvre géante ou un monstre marin. Ces dernières années, les scientifiques ont posé la théorie selon laquelle les vapeurs d'alcool à bord ont provoqué une explosion qui, à la suite d'une anomalie scientifique, n'a pas laissé de signe de brûlure, mais était suffisamment terrifiante pour que Brigg ordonne à tout le monde de monter dans le canot de sauvetage. Voilà qui termine cette liste. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt.